Merci Jacques. Merci beaucoup Denis d'avoir accepté de présider cette journée. On est très heureux de ce regard en pas de côté, avec des remémorations, si j'ai bien compris, et en même temps la possibilité de pouvoir aujourd'hui regarder les choses, nous entendre dans notre travail. Alors, mon titre était un peu une blague qui nous a fait travailler toute l'année autour de ce thème de l'intelligence. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai donné ce titre, parce que j'avais plutôt l'idée de faire comme d'habitude, si je puis dire, ces quelques dernières années, en tout cas, de guise d'introduction, plutôt de vous proposer quelques résonances professionnelles, personnelles, contemporaines, autour de l'intelligence. Donc en guise un peu d'ouverture de cette journée. Alors, l'intelligence est le fruit d'une succession de réaménagements et d'une construction métapsychologique, dynamique, topique et économique. Tout en s'en distinguant, l'investissement de la pensée s'avère nécessaire pour être intelligent. L'intelligence suppose un accès à la passivité, une capacité à être seul, d'accepter de prendre le risque de la réussite, le déploiement de mouvements identificatoires au masculin comme au féminin. Elle est traversée de renoncement, de mensonges et d'humour. Les processus organisant la vie psychique forment un lien dialectique qui articule les composantes neurobiologiques et relationnelles, selon le modèle des séries complémentaires de Freud. Ces conceptualisations s'avèrent indispensables pour apprécier la dynamique conflictuelle, le dégagement des composantes structurales, la reconnaissance des aspects différentiels entre les principales organisations morbides quand on rencontre un enfant. Lors d'une influence avérée de facteurs génétiques ou d'une atteinte du système nerveux, par exemple, ces facteurs interviennent dans un registre qui ne peut être circonscrit, nous semble-t-il, dans un modèle neuropsychologique ou neurocognitif. Il convient de tenir compte, évidemment, des perturbations relationnelles qui, sur ces bases, apparaissent et se complexifient dans les échanges que l'enfant entretient avec son entourage, suscitant des distorsions et des réaménagements défensifs. Autrement dit, en dépit de l'atteinte organique, nous connaissons les possibilités que déploient certains enfants de leur pensée et d'une intelligence affective et relationnelle. Inversement, les désordres affectifs altèrent l'émergence et l'organisation des fonctions cognitives et instrumentales, y compris dans leur support neurobiologique. Lorsque le développement du moi de l'enfant est dominé par une lutte entre pulsion de vie et pulsion de destructivité, quand le sadisme attaque toutes les sources du plaisir libidinal, les investissements cognitifs et le processus de symbolisation s'en trouvent restreints. Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysrythmie, autrement dit, des disharmonies évolutives de Roger Misès aux disharmonies cognitives de Bernard Gibello. On connaît également les situations de dissociation entre maturation affective et intellectuelle. La prématurité du moi des enfants de parents malades mentaux, au détriment de leur vie pulsionnelle et fantasmatique, en est un exemple désormais bien connu. On pourrait même y voir le développement de l'intelligence comme impératif de transformation d'état de détresse précoce. Enfin, c'est une proposition que je vous fais. Cette conception récuse, autrement dit, ça fonde, je crois, notre travail ici, tout modèle réductionniste, organogénétique ou psychogénétique, et s'efforce plutôt d'intégrer les multiples influences qui s'exercent inévitablement sur le développement de l'enfant dans le cours de son histoire, notamment par effet d'après-coup. Un petit mot à propos de l'école et de l'intelligence. Le sociologue Wilfrid Ligné attire notre attention sur le fait que l'intelligence est désormais devenue l'objet d'une transaction entre l'école et les parents. Faire reconnaître son enfant comme intelligent permet de faire usage d'un levier, d'un pouvoir, voire d'une arme, face à l'institution scolaire. Autrefois, l'enfant prodige du XIXe siècle va devenir l'enfant surdoué dans les années 70, avant que n'émerge l'idée de précocité. Au tournant des années 2010, le haut potentiel intellectuel, HPI, s'impose et est adopté par l'éducation nationale
fortement influencé par un savoir universitaire dominé par une neurologie sans dynamique, voire défectologique. Parce que je pense que la neurologie peut être dynamique, mais pas celle-ci. Pas celle qui s'est imposée. Dans l'impossibilité de se soustraire à l'école obligatoire, certains parents tentent ainsi de mettre en avant des formes alternatives de classement non scolaire. L'idée même d'intelligence semble devenue éminemment politique. L'enjeu consistant à justifier d'une dérogation à cette école de plus en plus massifiée, à partir d'un accent sur des compétences singulières qui n'auraient rien de scolaire. Pour qu'un enfant soit considéré comme prodige autrefois et son intelligence jugée intrinsèque, il fallait qu'il ne soit jamais allé à l'école. En 1880, sous la Troisième République, le gouvernement français confie au psychologue Alfred Binet la tâche de mettre au point la première mesure de l'intelligence. L'objectif est alors de dépister les sous-doués pour les exclure du système éducatif ordinaire. Le terme d'HPI, au potentiel intellectuel, porte en lui la contestation de l'école et des institutions. Il s'agit à l'inverse de justifier de l'intelligence d'un enfant qui pourtant ne réussit pas à l'école. Il constitue un moyen de singulariser son enfant pour des familles généralement favorisées qui cherchent à prendre la main sur l'école publique et l'éducation d'État, tout comme sur leur enfant pour sauvegarder leur narcissisme. Si mon enfant est en difficulté à l'école, c'est qu'il est trop intelligent pour l'école. Sans compter qu'être très intelligent, c'est être tout autant inquiétant et étrange que monstrueux et fascinant, tel le nourrisson savant de Ferenczi. Ces considérations actuelles et innovantes permettent d'en faire l'impasse. Le terme d'HPI dévoile donc des tensions et des zones d'ombre entre l'école et la médicalisation de l'intelligence, dont on entendra ce matin parler. En arrachant le diagnostic d'HPI, tout comme celui de TDAH ou autre TND, le plus souvent grâce à des réseaux libéraux, voire un système libéralisé, certains parents court-circuitent l'école, tout comme le CMP. Les institutions scolaires et de soins s'en trouvent déboussolées et s'écharpent autour de ces conceptions finalement aussi étrangères aux unes qu'aux autres, puisqu'elles mettent volontairement de côté tout savoir pédagogique et toute connaissance sur le développement psycho-affectif. Personne ne s'y retrouve. De plus, les enfants occidentaux se trouvent de plus en plus tôt en société, à la crèche, à l'école, et les recompositions familiales multiples leur imposent parfois des ruptures de continuité. Dans l'espoir d'y pallier, le sentiment de culpabilité des parents les conduit à leur accorder des compensations matérielles diverses et place les enseignants dans une situation paradoxale d'éducateurs sans autorité ni mandat. La formule est de Florence Guignard. Position d'autant plus contestée que par les parents en proie à un enfant en difficulté scolaire ou comportementale. De Musan, que je cite, « Les parents accentuent leur pression, imposent des modèles, marchant de leur amour, sans se rendre compte qu'ils s'allient par là aux forces morcelantes pour barrer l'épanouissement pulsionnel de l'enfant. » Les enfants trouvent pourtant à l'école et au CMP un objet extérieur à la maison. Ces personnages, enseignants, thérapeutes, participent à la conflictualisation inévitable et nécessaire de tout enfant qui grandit. Ces oppositions et ces tensions avec le quotidien participent à l'organisation et à la réorganisation d'une fonction tierce, en dépit de l'action séductrice inévitable de ces étrangers aux familiers du foyer. La référence implicite que de mauvais parents seraient cause de tous les maux de l'enfant, simple produit de ceux-ci dont la bonne santé conditionnerait la sienne, a heureusement vécu. Tout comme l'illusion de maintenir coûte que coûte les liens de l'enfant avec ses parents malades, entravant toute possibilité pour celui-ci d'investir d'autres figures, comme les travaux de Myriam David nous l'ont enseigné. Il convient de ne pas méconnaître les mouvements d'envie des parents, leur ambivalence et leur dimension inconsciente que suscitent les soins de leur enfant, dont ils n'ont le plus souvent pu bénéficier pour eux-mêmes. Il en va de même des attentes idéales de certaines familles vis-à-vis de l'école. Quant aux adultes qui accueillent ces enfants,
il pourrait être gagné par ces mouvements d'idéalisation, au risque de réactions de sidération, d'inhibition des processus de pensée. Les enfants sont sensibles aux effets de leur évolution sur leur entourage, aux bouleversements économiques de leur traitement sur l'ensemble de l'équilibre familial. Au fond, pour un enfant, conserver ses symptômes lui donne la garantie de revenir en séance, tout comme ne pas être plus intelligent, ne pas pouvoir apprendre. Quant à ne pas pouvoir ou vouloir dépasser ses parents, ne pas aller plus loin, quelle qu'en soit la construction et le récit que l'enfant s'en fait, ceci constitue déjà un aménagement défensif d'une certaine qualité, non sans effet sur l'organisation du masochisme. Alors, quelques mots sur la bêtise. Les travaux de Camille Penny sur les inégalités sociales montrent comment certaines organisations de nos sociétés peuvent empêcher les enfants de devenir plus intelligents que leurs parents. Les logiques paradoxales de l'inclusion en sont une illustration. Tout symptôme verse sa contribution au dossier du handicap et l'accueil dans des conditions insuffisantes en classe ordinaire de tous les enfants est un facteur de désorganisation majeure de l'école, là où les institutions de soins se trouvent vécues comme stigmatisantes. À une époque où la psychanalyse, le latent ne sont plus à la mode, on découvre comment les adultes peuvent être rendus bêtes devant la parole des enfants. Sur France Culture, un sociologue demande à de très jeunes enfants « Quel métier voudriez-vous faire plus tard ?» L'un d'entre eux répond « Je voudrais être dinosaure ». Un autre, se moquant du premier, lui dit « Mais non, pas dinosaure, archéologue ». Et le premier, très fâché « Mais tu m'as volé mon idée ». Une discussion très savante s'engage avec un philosophe à propos de cette brève séquence. Philosophe et sociologue s'interrogent sur le vrai métier que cet enfant cherchait à l'évidence à dire, les mots qui lui manquent, sans paraître entendre qu'être un dinosaure, c'est avoir sa force, tout comme partir à la recherche des origines de son histoire, métaphore fort appréciée des enfants, des fantasmes originaires de la scène primitive, tout comme le mystère de leur disparition, fruit de nombreuses théories sexuelles infantiles. Les enfants sont là pris au mot et non au sérieux, strict inverse de la proposition heuristique de René Dietkin, qui permet d'entendre les différents registres convoqués. On perçoit le potentiel subversif que constitue l'enfance, tout comme celui de l'infantile des adultes qui les côtoient. Le problème avec les experts, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ignorent, écrit le mathématicien et essayiste Nassim Nicolas Taleb. D'ailleurs, la bêtise des adultes ne pourrait-elle pas également favoriser celle des enfants ? N'est-ce pas ce qui est à l'œuvre avec cette surabondance d'étiquetage diagnostique, digne du travail d'entomologiste des premiers aliénistes, ou à l'origine des cris d'orfraie face aux adolescents rivés à leurs tablettes, pourtant conçues par des adultes, auxquels on prédit les pires destinées ? Certains adultes, parents, instituteurs et autres éducateurs n'auraient-ils pas besoin de se persuader, avec les tests HPI, de l'intelligence de leurs enfants, faute de parvenir à considérer leur intelligence dans toute sa singularité, sa complexité, faute d'aller suffisamment à leur rencontre ? La bêtise est-elle un état ou le devient-on ? Et s'agit-il vraiment d'une position stable qui ne connaîtrait pas d'oscillation ? Ne pourrait-on pas dire que ce qu'une société ne peut penser conduit parfois à des conflits, voire à des conflits sanglants, mais aussi à une forme d'apathie, voire de bêtise systémique, de masse, dans laquelle nous pourrions nous trouver englués. La construction psychique, la construction psychique, tout comme l'intelligence, sont, dès l'origine, puis tout au long de l'existence, mises à l'épreuve de l'altérité du groupe. Et ce qui vaut à l'échelle individuelle l'est tout autant pour les cliniciens et les institutions. Comment faire avec son savoir et faire savoir commun, par exemple ici à Binet, quand le socius s'éloigne de ce qui fonde nos pratiques ou semble disparaître toute cohésion interne. Mais le risque n'est pas moins grand quand nos savoirs ne rencontrent pas suffisamment de butées, de limites, face à toute approche trop consensuelle, au risque d'une séduction, empêchant toute possibilité dialectique,
telle l'idée dominante actuelle autour de l'intelligence artificielle, ou une dérive, certes moins en vogue, qui consisterait à penser pouvoir tout comprendre, tout soigner par la seule psychanalyse. Il nous semble qu'à l'image du bébé tout seul de Winnicott, la psychiatrie de l'enfant ne peut avancer seule avec les enfants et leurs parents, en l'absence de l'école, du tissu associatif des partenaires de l'enfance, du travail dans la cité cher à Philippe Pomel. C'est dans ce contexte que nous sommes régulièrement conduits à nous interroger sur la nouveauté des configurations pathologiques que nous rencontrons. Comme le dit mon voisin, Jacques, s'agit-il de nouveautés ou de vieilles lunes ? Il est indéniable que certaines constructions symptomatiques se présentent. Troubles des conduites alimentaires, troubles du genre, HPI. D'autres nous paraissent gagner en fréquence, agitations diverses, troubles des apprentissages, disparition de la latence. Pourtant, il convient de trivialement rappeler qu'il existe autant de configurations que de particularités, que d'une ordinaire provocation trouvée dans la botte magique du socius par les enfants pour activer, voire inquiéter leurs parents, tout en se posant les questions identitaires propres à la construction de soi, jusqu'au trébuchement de l'organisation psychopathologique qui conduira à d'intenses actions thérapeutiques. Freud a toujours lié ses découvertes du fonctionnement psychique au tissu social dans lequel il a observé et soigné ses patients. Actuellement, les limites entre soi et autrui, entre penser et agir, entre réalité psychique et réalité extérieure, pourraient sembler fragilisées, mal organisées, susceptibles d'être bousculées par un impact des plus ordinaires. Les enfants installés en position d'obtenir satisfaction immédiate de leurs désirs matériels pourraient rapidement apprendre à s'exprimer selon ces modalités en lieu et place de leurs besoins d'écoute et de contenance. Part groupale présente chez tout individu qui va de l'instinct grégaire à la capacité de travailler en groupe peut constituer une trivialisation, en termes de Bion, des pulsions humaines, alors désintriquées et réduites à leur expression la plus inhumaine et la plus perverse. L'analyste et les institutions ont à construire un travail de fourmi, soutenant quelques individus à devenir ce qu'ils sont, comme l'écrit Goethe, et à oser penser par eux-mêmes. Au centre Alfred Binet, l'accueil du tout venant se trouve nécessairement traversé par les évolutions de la demande du socius. Parents, écoles, réseaux sociaux, Internet, du politique, de l'industrie pharmaceutique, d'un certain activisme, à la recherche de circuits courts, de réponses ciblées et immédiates. Les consultations ciblées en tout genre, que l'on voit fleurir un peu partout, conduisent selon nous à une forme d'atomisation de la nosographie et à des lieux de triage dans les soins au profit des filières les moins coûteuses, en apparence. Du côté des adolescents, l'accroissement de l'intérêt qu'on peut leur porter, qui déboussole les générations qui les précèdent, cet intérêt leur apporte d'indéniables bénéfices, une meilleure compréhension, une plus grande attention, sans être dénué d'ambivalence à leur égard, du fait de la complexité des enjeux identitaires et relationnels profonds qu'ils mettent ainsi au grand jour. La dimension voyeuriste des transformations visibles de la période pourrait même empêcher de percevoir ces liens plus ou moins souterrains avec la sexualité infantile dans son rôle organisateur et sa redécouverte. Sans compter la réactivation pour leurs parents et leur propre adolescence. C'est bien toute la dimension pulsionnelle et conflictuelle qui pourrait être alors ignorée, la latence qui précède et prépare la puberté à bas bruit avec le déclin de l'Oedipe, ouvrant aux possibilités d'identification et de sublimation qui en découlent pour l'âge adulte, permettant à l'enfant de développer un surmoi protecteur et raisonnablement interdicteur, tout comme un idéal du moi, servant de base à ses aspirations dans son devenir adulte. La période de latence, largement idéalisée, est-il encore possible de pouvoir être bête à l'adolescence, à une époque où les performances, l'efficacité, la rapidité semblent l'alpha et l'oméga de tout projet d'avenir, de la maternelle à Parcoursup. Pour Florence Guignard, les pulsions épistémophiliques du jeune enfant ne s'organiseraient plus essentiellement autour du fantasme originaire de scènes primitives organisant
orientant curiosité et désir de comprendre vers le savoir et le pouvoir détenu par le couple des parents et les générations antérieures. Au détriment du développement de capacités de symbolisation où la tiercéité est requise, on assisterait ainsi à un surinvestissement de l'agir et de la mise en acte sans temporalité face à l'angoisse de l'inconnu, à une prévalence des processus primaires sur la secondarisation. La qualité épistémophilique de l'organisation pulsionnelle, trop fragilisée ou attaquée par les projections narcissiques idéales parentales, risquerait de s'abandonner à l'omnipotence. De Musan. L'exigence de perfection peut se transformer en contrainte qui, à force de tendre à l'inaccessible, pourrait renvoyer brutalement le sujet à sa fatale insuffisance. Alors irait-on jusqu'à observer une dérive de l'infantile des adultes et une recherche de satisfaction immédiate de leurs propres désirs au travers de la génération suivante? Peut-être. René Dietkin avait proposé d'écrire au-dessus de la porte du centre Alfred Binet « Ici, on ne soigne pas les parents ». Mais sans les soigner, il s'agit bien sûr de les écouter avec le plus grand soin. Mis dans la situation éprouvante d'être en échec à répondre par eux-mêmes aux problèmes de leur enfant, il nous faut répondre à ce qu'ils nous demandent, tout en appréciant le fonctionnement de chacun, les possibilités d'adaptation et de remaniement du système familial, les enjeux d'idéaux, d'identité à l'œuvre. De Musan encore, aucune préméditation de leur part, les parents, assurément, mais une profonde intuition, tout à fait inconsciente, que ce processus exige, pour commencer leur mort symbolique, un retrait des investissements que l'enfant a placés en eux. L'enfant et ses symptômes occupent une place dans l'économie familiale, et son évolution spontanée ou à la suite d'un traitement vient perturber cet équilibre, facteur de résistance au changement comme de risque de rupture. Comme objet, l'enfant exerce son influence sur les relations des parents et leur structure psychique. Les conflits non résolus, certaines identifications aliénantes, entravent les progrès de l'enfant et par un processus circulaire, il se trouve à nouveau ressenti par eux sous forme d'arrêt de développement, de fixation et de régression, ce qui les amène à réagir à leur tour dans la spirale de leur transaction, source de création continue. On ne peut rien faire sans l'accord des parents et ils sont les agents actifs des processus de changement auxquels ils contribuent. Le rôle de l'analyste a toute son importance pour entendre la dimension inconsciente des processus en cours, les mouvements transférentiels qui animent les rencontres, les aménagements internes de ceux de l'équipe pluridisciplinaire qui ne sont pas analystes, les mouvements d'identification des thérapeutes aux parents pour lutter contre la répétition des clivages dans lesquels certains se trouvent enfermés. L'intelligence du côté du thérapeute, ce qui nous est enseigné par la pratique et la technique psychanalytique, nous conduit ainsi aussi à nous taire, à mettre en latence, à indexer certains éléments significatifs selon la formule Michel Audy. La bêtise n'est pas mon fort, écrivait Paul Valéry. Pourtant, c'est bien notre possibilité de mettre au travail notre capacité négative, qui permet notamment de faire jouer le travail identificatoire. Pour Winnicott, le psychanalyse peut être utilisé par ses défaillances, la privation de rêverie maternelle. Les trous noirs dans le fonctionnement hallucinatoire trouvent là une occasion de mise en jeu de la fonction objectivisante. Le risque d'interprétation trop précoce pourrait agir comme séduction, comme objet bizarre, et ainsi conduire à inhiber tout déplacement à l'origine de tout développement mental. Dans les bons cas, les parents deviennent interprètes de leur enfant en s'étayant sur notre fonctionnement. Un manque à représenter est souvent au cœur du fonctionnement de l'enfant, tout comme chez ses parents à son égard. Les consultations thérapeutiques permettent un rétablissement des liens, mettant à l'épreuve notre créativité et nos efforts pour rendre représentable ce qui était opaque ou sidérant. Joyce McDougall. Si l'enfant tapis au fond de l'homme est la cause de sa souffrance psychique, il est aussi la promesse toujours présente d'un regard nouveau, dévoilement de l'insolite dans le quotidien, garde-fou et folie secrète contre le spectre de la normalité normalisante, que serait une vie uniquement adulte. Il faut savoir échanger avec cet enfant magique narcissique. Voir s'épanouir cet échange est une expérience émouvante. Être témoin de sa faillite, une tragédie. Pour sa rencontre avec un enfant,
et son entourage, le psychanalyste prend en compte symptomatologie et comportement, mais n'utilise pas ces données comme un répertoire donné du dehors, sous forme codifiée, prédéterminée. Au contraire, la polysémie du symptôme et les éléments mis en valeur prennent leur signification dans ce qui est relié aux mécanismes psychopathologiques sous-jacents et aux interactions établies dans l'actuel entre l'enfant et son environnement. Avec l'enfant et ses parents, le clinicien s'engage dans une relation qui en appelle à sa créativité. Mais en quoi peut-on dire qu'un enfant développe son intelligence au cours d'un traitement ? Il s'agit en tout état de cause de lui permettre d'accroître ses capacités à pouvoir exprimer ses états mentaux et affectifs, donner de l'amplitude aux différents registres de ses représentations, pouvoir s'appuyer sur son monde interne pour pouvoir penser. Grâce au travail de liaison par le processus analytique, où la pulsionalité se trouve inhibée quant au but, les mots de l'enfant vont acquérir une qualité hallucinatoire, un double sens, incluant ses affects qui enrichissent ses capacités à pouvoir penser. Cette augmentation du tissu représentatif permet alors que les mouvements pulsionnels se traduisent en plus petite quantité. La réflexivité permet une réorganisation utopique, le psychanalyste s'offrant à l'investissement, favorisant la fonction symbolisante primaire, l'inventivité, la créativité, voire l'humour. Tout cet ensemble laisse au champ cognitif la possibilité de se développer sans entrave. Dans un entrelacement permanent, l'intrication entre affect et cognition les amène à une contrainte mutuelle ou à conquérir du terrain de concert. Une jeune adolescente n'étant pas parvenue à mobiliser ses parents jusque-là par ses symptômes, qui remontent à loin, se présente mal fagotée, semblant ployée sous une avalanche de malheur. Elle qui ne demande rien, toujours serviable, aimable, confectionnant de bons plats à sa famille, me raconte un rêve à la fin de notre première rencontre. Elle participe à une fête à tout casser, avec une bande de mauvais garçons dans la belle villa de voisins. Tout à coup, elle inonde de mousse la belle maison. Elle s'interroge. Mais comment cette mousse est-elle arrivée dans mes mains ? À cette évocation, elle se redresse, le visage éclairé, s'exprime avec une détermination qui contraste avec ce qui précède. Au moment des retrouvailles, avec sa mère, tous deux se rapprochent. Celle-ci reste factuelle, en surface, désormais loin de ce que cette jeune fille a laissé s'entrouvrir pour elle-même et qu'elle garde précieusement secret. Chaque enfant qui joue se comporte comme un poète, disait Freud, un peu comme cette adolescente qui rêve. Tout en engageant son corps dans une recherche de maîtrise à l'égard des objets tant maternels que paternels, des processus de transposition et d'intégration s'installent. Plaisir du jeu, plaisir du fonctionnement mental et investissement intellectuel se trouvant indissociablement liés. Je vous remercie de votre attention.